Donc il y a beaucoup de données qui montrent que le virus a été fabriqué. Alors ce qu'avait décrit le professeur Montagnier, en fait, c'est effectivement la présence dans la protéine spike d'analogies structurales avec les glycoprotéines d'enveloppe du virus VIH, notamment le VIH1. Sida, hein. Ouais. Donc des pathologies qui n'étaient donc pas décrites à l'époque et puis qu'on retrouve toutes actuellement. D'accord. Et Oui. dedans, on mettait en évidence justement l'importance de la vitamine D et de la supplémentation en vitamine D. Est-ce qu'au fond, l'ivermectine, ou l'azithromycine, ou l'hydroxychloroquine auraient pu jouer un rôle? C'est certain que ces molécules auraient, ou en tout cas certaines, auraient dû être utilisées Oui. en ambulatoire de manière précoce. Hein. Ça aurait sauvé beaucoup de monde, hein, ça c'est sûr. Je rappelle, c'est que quand on a demandé à Agnès Buzyn pourquoi vous avez interdit l'hydroxychloroquine, et elle a eu cette phrase formidable, c'est à la télévision, elle a dit de toute façon les Français consomment trop de médicaments. Ah ouais. C'est une réponse scientifique remarquable. Oui. Voilà. La personne qui aura reçu ces injections de rappel, elle sera plus sensible à l'infection si elle rencontre un variant, hein, puisqu'il protège ni de l'infection ni de la transmission. Hein. Donc ce sont des vaccins qui sont entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qu'on a constaté très vite sur les humains que donnait ce virus? Qu'est-ce qu'il provoquait? Je veux dire, du point de vue des symptômes, des maladies, enfin de ce qu'on a vu, des effets, et très très vite. Oui, oui. Ben, on a vu des thromboses hein, assez vite. On voyait de l'hypertension, des insuffisances cardiaques. Nous sommes en guerre. Vous vous rappelez qui disait ça il y a déjà plus de 4 ans? Un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre contre qui, disait-il? Un virus, au goût étrange venu d'ailleurs, qui répand la terreur. Et c'était ça, rappelez-vous. Mars 2020, confinement, auto-attestation, gestes barrières, masques. On ne se retrouvait plus, on ne savait plus où on allait, qui on était. Et puis après, on est sorti de là, et on s'est dit, ça y est, ça va, c'est fini. Mais on entendait tous les soirs à la télévision la litanie des morts ou des hospitalisés, etc. Et puis on se demandait, qu'est-ce que c'était? Rappelez-vous, c'est très important. Pendant 3 mois, on a dit, les masques ne servent à rien. Pendant 3 mois ou 2 mois, on nous a dit, non, le virus est en Chine. Et il ne viendra pas à Paris, parce que nous avons affiché dans les aéroports des petites affichettes en disant au virus, retournez d'où vous venez, etc., etc., etc. Et puis on a commencé à en parler. Et puis il y a eu les polémiques. Et puis il y a eu effectivement tous vaccinés, tous protégés. Et puis on se demandait, et tous vaccinés, tous protégés, vraiment, combien? 1 dose, 2 doses, 3 doses, 10 doses, et plus si affinité. Qu'est-ce que c'était que cette pandémie qui, effectivement, a fait des morts, des milliers de morts, a fait aussi des milliers de gens, des tachycardies, des maladies, on se demandait comment... Et puis, on n'expliquait pas. Et est venu, heureusement, le temps des explications. Et aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui a fait un livre passionnant, un livre très documenté sur effectivement les Covid longs, les effets indésirables. Nous recevons Jean-Marc Sabatier, directeur chercheur au CNRS, et on va essayer d'expliquer avec lui pendant le temps qu'est-ce que c'est que ce virus, qu'est-ce que ça a été que ce que nous avons vécu effectivement et que nous vivons encore d'ailleurs depuis quelques années, et qu'est-ce que ça veut dire et comment surtout on peut vraiment en sortir. Bonjour, professeur Sabatier. Oui, bonjour. Alors, vous avez fait un livre vraiment extrêmement passionnant qui vient de paraître chez Guy Trédaniel. Covid long et effets indésirables du vaccin. Vous l'avez écrit avec la journaliste scientifique Estelle Fougère. Oui. Et effectivement, on a envie de se dire d'abord, parce qu'on parlait avant de prendre l'antenne de Toxin, vous êtes allé à Wuhan combien de fois, ce fameux laboratoire de Wuhan en Chine? 9 fois. 9 fois. 9 fois. J'y suis allé toutes les années pendant 8 ans, donc avant 2019. J'y étais en avril 2019, donc juste avant que la pandémie soit déclarée. Et puis j'y suis retourné l'été dernier. Et puis j'y vais normalement l'été prochain. Voilà, vous y allez très régulièrement, etc. Oui, oui. Est-ce que invité, avant, quand vous étiez en 2019, on parlait déjà, alors c'était 1 an avant effectivement la déclaration,
parce qu'on sait ce qui s'est passé, Wuhan, et on se rappelle quand même les fantasmes, la chauve-souris, le pangolin, le professeur Montagnier qui dit non, ça s'est échappé d'un laboratoire. Je voudrais revenir à ça parce qu'on disait, quand les gens qui disaient ça s'est échappé d'un laboratoire, non pas à dessein, mais quand même, on disait mais vous êtes des complotistes, charlatans, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que ce virus s'est échappé du laboratoire, notamment de Wuhan? Jean-Marc Sabatier. Personnellement, je ne pense pas. Au début, franchement, je pensais que ça venait de là-bas, que c'était une erreur de laboratoire. Et puis, maintenant, je ne pense pas du tout que ça vient de là-bas initialement. Alors, ça vient d'où et comment? Alors, est-ce qu'avec ça le vient recul, d'où? on sait maintenant? Disons que, avec le recul, disons qu'il y a des choses qui interpellent. Par exemple, on sait justement, on en a parlé, qu'il y a un brevet qui a été déposé en 2017 par Moderna, et qui inclut laboratoire Moderna, hein, donc celui qui fabrique et qui produit les vaccins ARN messagers de type Spikevax, qui ont été largement utilisés en France avec le Comirnaty, hein, qui est le vaccin de Pfizer-BioNTech. Et il y a une séquence correspondant à un site furine qui a été breveté de 19 nucléotides. Le site furine, en fait, c'est un site qui va être reconnu par une enzyme qui s'appelle la furine. Et c'est un motif tétrapeptidique, en fait. Hein, ça reconnaît un motif particulier au sein d'une protéine. C'est un motif à 4 résidus d'acide aminé qui est bien connu. Hein. C'est un motif, bon, sans rentrer dans les détails, c'est RX, KOR et R. Et là, ils ont breveté un site qui est complètement atypique, puisque le motif est différent. Hein, c'est PRRAR. Le motif contient 19 nucléotides. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est que ce motif se retrouve à 100% dans la protéine spike du virus SARS-CoV-2, alors qu'il n'est pas connu dans aucun microbe caractérisé à ce jour. Donc ça soulève quand même des questions. C'est vrai, mais justement, ça soulève. Mais apparemment, ça renforce la thèse, puisque c'était à Wuhan que ça s'est passé. Au laboratoire. Oui. Donc ça renforce la thèse de la sortie du laboratoire, non? Au bout de la fuite. Enfin. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que 1 an avant la pandémie, il y a eu une demande conjointe qui a été faite entre l'Université de Caroline du Nord, avec le professeur Peter Daszak, et puis l'Institut de virologie de Wuhan, avec Shi Zhengli, qui est la sous-directrice du P4 de l'Institut de virologie. Et dedans, ils avaient demandé un financement. Et quand on demande un financement à un organisme, on doit décrire les expérimentations qu'on va faire. Et ce qu'ils ont décrit, en fait, c'était l'insertion d'un site furine dans une protéine spike de coronavirus de chauve-souris. Ah ouais. Et donc ça n'a pas été financé. C'est une demande qui avait été faite à Fauci. C'était 1 an avant. C'est une demande, oui, 1 an oui, avant. c'était en 2018. Et la demande était faite à Anthony Fauci, qui, je rappelle, était déjà le monsieur santé des États-Unis. Voilà, c'est ça. Ça a été fait au NIAID, hein, donc c'est l'Institut des maladies infectieuses et des allergies. Alors c'est une demande de financement qui a été refusée, mais c'est une expérimentation qui est très facile à faire pour quelqu'un qui est du métier. Hein. Et c'est une expérimentation qui est très peu coûteuse. Hein. Et donc vous en concluez que pour le moment, on n'a pas véritablement, parce que c'est quand même très passionnant que 4 ans après, on n'a pas véritablement défini, hein, et il faut être évidemment très sûr de ça, les origines, enfin comment est parti ce virus, comment est partie cette pandémie. À l'heure actuelle, ou à l'heure où nous parlons. À l'heure actuelle, enfin... Pour moi, ça vient clairement pas, de toute façon, des animaux. Hein. À mon avis, ça vient pas des animaux. Non, à mon avis, non. Alors, il y a tous les éléments qui montrent que disons que c'est un virus quand même qui a été manipulé en laboratoire. Pourquoi ? Parce que il a, par exemple, un site furine atypique. Parce que ce site furine est localisé entre 2 sous-unités S1 et S2, il se retrouve vraiment localisé entre les 2 sous-unités. Donc statistiquement c'est possible, mais c'est très improbable. Donc il y a beaucoup de données qui montrent que le virus a été fabriqué. Notamment quand il y a eu 2 laboratoires qui ont étudié des sites restrictases. C'est des sites enzymatiques qui permettent de cliver les acides nucléiques. Et les sites restrictases qu'on peut retrouver dans le génome du SARS-CoV-2 correspondent en fait justement à un virus qui aurait été reconstitué. Donc un virus reconstitué en laboratoire. C'était un peu ce que disait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans les derniers mois de sa vie, on avait reçu le professeur Montagnier, le prix Nobel de médecine. Oui. C'est un peu ce qu'il disait.
Oui. Lui, il disait c'est un virus fabriqué, on a introduit dans la séquence, dans le génome, un certain nombre. D'ailleurs, il disait, lui, qu'on avait introduit des séquences du virus du sida. Oui. Alors, je ne sais pas, alors, je ne sais pas alors, vous en pensez, mais... Alors, le professeur Montagnier, moi j'ai travaillé avec lui en fait quand je suis arrivé au laboratoire. J'ai donc publié des articles et même déposé des brevets avec lui. Mais là, c'était dans le cadre du VIH. Alors, ce qu'avait décrit le professeur Montagnier, en fait, c'est effectivement la présence dans la protéine spike d'analogies structurales avec les glycoprotéines d'enveloppe du virus VIH, notamment le VIH1. Il avait identifié donc 4 sites homologues entre la GP120 du VIH1 et la protéine spike du SARS-CoV-2. Donc 4 domaines où il y avait des fortes homologies structurales. Alors en fait, il avait repris des travaux qui avaient été publiés par des Indiens, des bioinformaticiens indiens qui avaient soulevé ces analogies. Et notamment, ils avaient, dans cet article, qui a été rétracté d'ailleurs par les Indiens, ils avaient montré je crois une trentaine de structures primaires de protéines spike de coronavirus, justement, de chauve-souris. Et ils montraient, si vous voulez, que dans ces structures de la protéine spike, il n'y avait pas ces domaines. Donc vous dites que ça ne vient pas des animaux, enfin c'est ce que vous disiez. Voilà, aussi, donc il disait en gros que ces domaines-là, qui étaient donc homologues au VIH1, avaient été forcément rajoutés quelque part, puisqu'on ne les retrouvait pas dans les autres protéines spike des coronavirus qui avaient été caractérisés. Sauf que moi, en fait, j'ai fait une démarche, disons, autre, c'est-à-dire que je suis allé vérifier dans les banques de données, parce que c'était un peu ma spécialité au CNRS, puisque j'ai travaillé en ingénierie des protéines. Donc moi, les colliers de Sperle, c'est un peu ma spécialité, parce que j'ai travaillé là-dedans, et moi, je l'ai modifié notamment. Et donc, je suis allé chercher dans les banques de données, et j'ai retrouvé en fait une protéine spike d'un coronavirus de chauve-souris qui avait déjà certains de ces domaines. Et c'était censé être un coronavirus naturel, puisque la structure primaire avait été déposée donc, bien avant. Donc à partir du moment où on retrouvait, disons, un virus naturel qui avait déjà en fait dans sa protéine spike des éléments structureux qui étaient identiques au virus, a priori, il pouvait avoir des domaines supplémentaires. Et donc sur les 4 domaines, il y en avait 2 qui étaient significatifs, les 2 autres n'étaient pas significatifs parce que c'était des homologies qui étaient très courtes, qui étaient sur 4 ou 5 résidus. Donc, Alors, effectivement, on ne va pas résoudre le problème de l'origine totale aujourd'hui, mais enfin, vous nous avez dit déjà qu'il y a une fabrication et que ça ne venait pas, effectivement, forcément du pangolin ou de la chauve-souris. Je voudrais qu'on parle alors des effets. Alors, ce virus arrive, on en parle de la Chine, Wuhan se confine, on dit que ça n'arrivera pas chez nous. En fait, qu'est-ce qu'on a constaté très vite sur les humains que donnait ce virus? Qu'est-ce qu'il provoquait? Je veux dire, du point de vue des symptômes, des maladies, enfin de ce qu'on a vu, des effets, et très très vite. Oui. On a vu des thromboses assez vite. On voyait de l'hypertension, des insuffisances cardiaques. En fait, ce qui se passe réellement, c'est que ce virus, via sa protéine spike, va dérégler un système physiologique qui est un système donc enzymatique et hormonal, qui est notre système à tous. Et qui est notre système qui permet à notre organisme de fonctionner. Et donc, on a vu très vite, effectivement, sur l'homme, sur la femme, enfin sur l'être humain, des effets extrêmement délétères. Oui. Et dans cet article, on avait anticipé donc, des pathologies qui n'étaient donc pas décrites à l'époque, et puis qu'on retrouve toutes actuellement, y compris des pathologies comme des dyslipidémies, le diabète de type 2, le diabète sucré. Alors, ça m'intéresse, le chercheur que vous êtes, le scientifique que vous êtes, quand vous avez vu, comme tout le monde, les réactions et les actions, disons, des gouvernants, pas seulement en France, mais dans le monde, puisque une pandémie mondiale, les réactions de dire, voilà, il faut faire ceci, il faut protéger ceci, il faut faire cela, etc., par rapport à ce qui se vivait. Et vous savez, on a dit après, oui, mais à l'époque, on ne savait pas. D'après ce que vous dites, à l'époque, on savait déjà. Ou pas? En tout cas, nous, on l'avait publié. Maintenant, cet article, clairement, est passé à la trappe. Je crois que personne ne l'a lu. On l'a soumis en mars 2020, il a été publié en avril 2020.
D'accord. Et dedans, on mettait en évidence justement l'importance de la vitamine D et de la supplémentation en vitamine D, parce qu'on avait vu que ce système est complètement piloté par la vitamine D. Vous Ouais. voyez, c'est un système enzymatique et hormonal, et la vous avez la vitamine B vitamine était un D. excellent. La vitamine D agit complètement sur le système. Et qu'est-ce qui quand fait elle Jean-Marc tourne mal. Sabatier qu'on n'a pas du tout entendu parler de la vitamine D dans les préconisations que nous avons eues, en tout cas au départ, dans les premiers mois de l'irruption et de la pandémie? Oui. Eh ben, on a alerté les autorités sur les sites dédiés. On a écrit au gouvernement. Donc il y avait ma sœur aussi qui était dans l'affaire, qui a écrit aussi de son côté. Donc elle est médecin. Enfin, j'ai 2 sœurs médecins. Et on a écrit donc sur un site dédié pour les affaires Covid-19 de l'époque. J'ai même contacté sur LinkedIn des personnes qui étaient impliquées, enfin bon, je ne vais pas les nommer pour ne pas les embarrasser, mais disons que pour souligner l'importance de la vitamine D, on a envoyé une copie de l'article aux personnes, on a même contacté des gens de l'OMS, et puis bon, c'est resté lettre morte, puisque en fait, on ne nous a pas répondu, on n'a pas eu de retour, ou bien alors, il y a 2 personnes de l'OMS qui nous avaient répondu, mais par politesse, mais bon, on est resté là. Bonjour, vous êtes très bien et on vous aime beaucoup. Mais alors justement, quand vous avez vu se développer les politiques de précaution, après tout, il ne s'agit pas de juger de la sincérité ou pas, le problème n'est pas ça. Et le problème n'est pas là. Les masques, les gestes barrières, attention, interdiction de réunion à plus de 2 personnes et demie, enfin je caricature, mais à peine. Attention, n'allez plus dans les lieux publics, etc. Enfin, tout ce qui s'est passé là. Je parle avant les vaccins, nous arrivons au vaccin un peu plus tard. Quelle était votre réaction, justement, de chercheurs? Vous dites, est-ce que, oui, c'est bien de faire ça, ou est-ce que ça sert à rien ou pas? Quelle était, à l'époque, je parle, quand vous avez vu se développer toute cette politique de précaution? Oui. À l'époque, disons que j'étais pas très convaincu. Moi, j'étais convaincu d'une chose, c'est qu'il fallait absolument supplémenter la population en vitamine D fortement. Ah oui, fortement, parce que c'est très, très protecteur. Et c'est pas ce qui a été fait. On n'a pas eu cela, et en même temps, on a eu, et je voudrais encore une fois, je vous donne votre avis, parce que c'est important, puisque vous êtes tous concernés, mais vous avez en plus la connaissance de cela. Quand on a dit, parce que je rappelle ça, parce que c'était la base, on disait, écoutez, restez chez vous, prenez du Doliprane. D'ailleurs, vous parlez de Doliprane dans votre livre. Oui. Et puis, si ça ne va pas, appelez le 15 ou le 17, voilà, appelez votre... Voilà. Et surtout, on disait aux médecins, écoutez, ne vous occupez pas de cela, c'est pas votre problème, alors que ça s'appelle médecin traitant, mais on ne traite pas. Comment vous avez réagi là, à ça? c'était une très mauvaise idée. Déjà, le Doliprane, il faut éviter le paracétamol, puisque le paracétamol interagit avec le glutathion, et ça nous met en déficience de glutathion. Et le glutathion, c'est un tripeptide antioxydant qui est extrêmement importante pour les défenses de l'organisme. C'est quand même, enfin, même à ce stade-là, c'est quand même assez intéressant, parce que je pense que vous n'étiez pas le seul à dire qu'il y a peut-être un certain nombre de choses à faire, dont la vitamine D, dont effectivement, peut-être pas le Doliprane, et éviter le Doliprane et prendre autre chose. Et la doxa, enfin ce qu'on entendait du matin au soir, du soir au matin, c'était, comme vous le savez, la même chanson, enfin la même antienne. Et est arrivé, alors je parle, est arrivé donc les vaccins. Sont arrivés les vaccins. Mais avant les vaccins, il y a eu cet épisode quand même, et vous en parlez encore une fois dans votre livre, c'est pour ça que c'est très intéressant, il y a ce qu'on a vécu, et dans votre livre, il y a effectivement, et très scientifiquement, les étapes de ce qu'on a vécu en même temps, et c'est très parlant. Alors, il y a quelqu'un, donc, comme par hasard, en janvier, une certaine Agnès Buzyn, à l'époque ministre de la Santé, avait interdit l'hydroxychloroquine. Oui. Comme étant pas très bon, presque néfaste pour la santé. Et vous parlez de ça. Alors, effectivement, la question qu'on se pose toujours, puisque avant de parler des vaccins, vous savez, on a dit que si on a interdit les vaccins, c'est qu'on a, introduit les vaccins de façon officielle et massive, c'est parce qu'il n'y avait pas je dirais, d'alternative. Il n'y avait pas de médicaments ou de molécules qui pouvaient effectivement agir. Et on a parlé effectivement azithromycine, ivermectine Alors, effectivement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, encore une fois avec le recul, Jean-Marc Sabatier,
et vous en parlez, est-ce qu'au fond, l'ivermectine, ou l'azithromycine, ou l'hydroxychloroquine aurait pu jouer un rôle à ce moment-là, ou pas? Un rôle positif, ou pas? Alors, l'ivermectine, c'est certain. Hein. L'ivermectine, c'est certain. Normalement, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ivermectine, c'est un produit donc, qu'on utilise contre la gale. Hein. C'est un antiparasitaire contre la gale et qui a plusieurs modes d'action. Normalement, c'est une molécule qui est active chez les invertébrés uniquement, parce qu'elle inhibe donc, un canal chlore qui est glutamate dépendant que les humains n'ont pas. Et alors, en quoi ça pouvait servir aux humains? Alors, ça sert aux humains parce que ça inhibe aussi une alpha-bêta-importine, qui est un système moléculaire qui se trouve au niveau du noyau cellulaire et qui permet de sélectionner les molécules qui vont avoir le droit de rentrer dans le noyau cellulaire. Donc, il y a une action aussi... Bénéfique? Oui, une action bénéfique, très bénéfique. Et puis, en plus, c'est un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Donc, elle a une action bénéfique sur le système rénine-angiotensine, comme la vitamine D. C'est pour ça que l'ivermectine est un très très bon médicament, justement, pour la Covid. Alors, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Alors, l'hydroxychloroquine et la chloroquine, le mode d'action est complètement différent. Hein, ce sont des antipaludéens. Donc, le mode d'action est complètement différent parce que ce sont des substances qui sont basiques et qui diffusent en fait dans la cellule, dans les organites intracellulaires. Et quand le virus infecte la cellule, donc il rentre dans la cellule, dans des endosomes, et normalement ces endosomes doivent être acidifiés pour relarguer le virus dans le cytoplasme, là où le virus pourra justement se multiplier. Alors, est-ce qu'on peut dire, juste encore une fois en étant tout à fait dans la rigueur que vous avez, est-ce qu'au fond, que ce soit ivermectine, avec des effets très divers, vous l'avez souligné bien sûr, azithromycine ou hydroxychloroquine, est-ce que la diffusion ou l'absorption ou la consommation de ces molécules aurait pu avoir un effet, en tout cas bénéfique, ou pas? Ah oui. Oui, c'est certain que ces molécules auraient, ou en tout cas certaines, auraient dû être utilisées en ambulatoire de manière précoce. Hein, ça aurait sauvé beaucoup de monde, ça c'est sûr. Je rappelle, y compris la vitamine D qui aurait été clé. C'est ça. Parce que l'azithromycine ou la clarithromycine, ce sont des antibiotiques qui auraient dû être utilisés. En fait, ce sont des macrolides. Ce sont des macrolides, donc c'est une famille d'antibiotiques un petit peu... macrolides. Oui, ce sont des macrolides. Ça vient du président de la République? Non, rien à voir. Non, je dis ça en passant. Juste, vous savez, pour l'anecdote, pardon, c'est pour un peu prendre un tout petit peu de légèreté, c'est que quand on a demandé à Agnès Buzyn pourquoi vous avez interdit l'hydroxychloroquine, et elle a eu cette phrase formidable, c'est à la télévision, elle a dit de toute façon les Français consomment trop de médicaments. Ah ouais. C'est une réponse scientifique remarquable. Oui. Donc, arrive le vaccin, les vaccins, évidemment, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. Bien. Et comment, en fait, et on s'est dit, bon, c'est formidable, voilà, il y a le vaccin, c'est très bien, allez-y, et tout le monde, tous vaccinés, tous protégés ou appelés. Oui. Moi, la question que je voudrais poser comme ça, le vaccin, en l'occurrence, ces vaccins-là, est-ce qu'on pouvait dire qu'ils protégeaient, et s'ils protégeaient, c'était qui? Parce que tous vaccinés, tous protégés, on sait aujourd'hui que c'est le moins que l'on puisse dire, ça n'a pas été le cas. Mais en revanche, les partisans du vaccin, et moi je me suis fait vacciner au départ, dit mais écoutez, non, c'est très bien, il faut le faire, etc. Si vous voulez circuler, si vous voulez voyager, si vous voulez travailler, etc. En fait, aujourd'hui, encore une fois, avec le recul, professeur Sabatier, et avec votre livre, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ils ne sont pas du tout efficaces, hein, puisqu'ils protègent ni de l'infection, ni de la transmission. Hein. Donc, ce sont des vaccins qui sont, entre guillemets, hein, puisque en fait, ce ne sont pas des vaccins. On ne peut même pas dire que c'est une thérapie génique, hein, puisque une thérapie génique, ça soigne. Alors là au contraire... Ce n'est même pas une thérapie génique. Non, c'est-à-dire, au sens strict du terme, c'est une thérapie génique, parce qu'on injecte en fait un ARN messager dans des nanoparticules lipidiques. Donc, c'est basé sur un acide nucléique. Mais dans le terme thérapie, on soigne. Or là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que maintenant, on voit que des effets délétères. Hein. Et c'est des effets délétères qui auraient pu être anticipés. Hein.
moi, Quand vous dites que ce ne sont pas des vaccins, vous voulez dire quoi très exactement? En quoi ce ne sont pas des vaccins? Ce ne sont pas des vaccins parce qu'un vaccin, déjà, ça doit protéger de l'infection, et puis il doit y avoir une certaine innocuité. Or, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont délétères pour l'organisme si je humain, vaccine parce qu'il y a contre des le effets tétanos, secondaires, je ne vais pas et attraper ils ne le protègent pas. tétanos. Donc, Ouais. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, alors, juste, je vais me faire l'avocat, non pas du mais de gens qui vous disent, attendez, Jean-Marc Sabatier, il y a eu des milliards de gens qui se sont fait vacciner, oui. et il n'y a pas eu des milliards de morts ou de blessés. Alors donc, ça a quand même marché. Quand on dit ça, parce qu'il y a eu une vaccination de masse dans le monde entier, ou presque. Oui. En fait, il faut voir deux choses avec ces injections vaccinales. D'une part, on va injecter donc un ARN messager, ou bien alors un virus inactivé, etc., ou voire une protéine recombinante maintenant, qui va stimuler le système immunitaire. Donc le système immunitaire va produire des anticorps, va dresser des cellules à reconnaître en fait cet antigène, donc la protéine spike. Donc il y a effectivement la production d'anticorps neutralisants capables de neutraliser le virus. Ça, oui. Mais parallèlement, il y a un effet délétère aussi. C'est-à-dire qu'il y a la réponse immunitaire au début qui peut être neutralisante, et puis après, cette réponse immunitaire avec les injections consécutives, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a une facilitation de l'infection, c'est-à-dire qu'on a l'effet inverse. Parce que l'organisme, quand on reçoit en fait des injections vaccinales, il produit des anticorps neutralisants, mais il produit aussi des anticorps neutres qui, a priori, servent à rien, mais ils produisent aussi également des anticorps facilitants. Et les anticorps facilitants, c'est quoi? C'est l'inverse des anticorps neutralisants. C'est-à-dire que ce sont des anticorps qui vont être produits contre la protéine spike et qui vont faciliter l'infection. C'est-à-dire la personne qui aura reçu ces injections de rappel, elle sera plus sensible à l'infection si elle rencontre un variant ultérieurement du virus. Vous voulez dire que si on fait plusieurs injections, plusieurs rappels, ça augmente la possibilité de ces anticorps facilitants? Ah oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on voit. Les personnes multi-injectées sont beaucoup plus sensibles, attrapent beaucoup plus facilement la Covid, sont beaucoup plus facilement infectées par le SARS-CoV-2 que des personnes qui n'ont pas reçu d'injection vaccinale ou en ont reçu très peu. Très peu. Oui. Ça, c'est net. Et puis, il y a un effet délétère aussi de ces vaccins. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est que, déjà, quand on reçoit la protéine, l'injection vaccinale, donc on produit de la protéine spike. La protéine spike, donc, elle est capable de reconnaître le récepteur ECA2, c'est-à-dire le récepteur qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Donc, cette protéine spike se fixe sur ce récepteur et donc gêne la dégradation d'angiotensine 2, et donc il y a un excès d'angiotensine 2 qui suractive justement le récepteur ATR, ce fameux récepteur, justement, qui est pro-inflammatoire, pro-hypertenseur, etc. Enfin, il le réactive, vous voulez dire, il l'active. Oui, c'est ça, il l'active. Et donc, il y a des pathologies qui peuvent mettre du temps à apparaître. Juste, vous voulez dire, ça peut prendre des années avant que... Oui, ça peut prendre... Avant que ça ne provoque tel ou tel effet. Ah oui, tout à fait. Et ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il peut y avoir une dérégulation en fait, du système rénine-angiotensine qui est très progressive, qui fait apparaître par exemple une maladie auto-immune qui va se révéler au bout d'un certain temps, qui ne va pas être visible immédiatement. Ça peut lancer une tumeur qui ne sera pas visible immédiatement. Généralement, les autorités disaient, vous savez, dans les 2 mois, si vous n'avez rien eu, de toute façon, il n'y aura rien parce que ça ne peut pas aller au-delà de 2 mois. C'est faux. C'est faux parce que quand on lance une maladie auto-immune, ça peut être très progressif et puis ça peut être visible, les symptômes visibles au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est assez angoissant, ce que vous dites. Oui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ce qui est protecteur, c'est-à-dire que même si on a reçu pas mal d'injections, ce qui va être très protecteur, c'est d'avoir un taux très élevé de vitamine D et de prendre des antioxydants. La vitamine D, c'est vraiment la clé, parce qu'elle freine le système. Elle agit en freinant le système. Et il faut savoir que la vitamine D, c'est le carburant des cellules. Et notamment les cellules du système immunitaire, elles fonctionnent en consommant de la vitamine D. Elles ont toutes un récepteur VDR qui est un récepteur à la vitamine D. Et en fait, quand la vitamine D est présente, ça les fait bien fonctionner. C'est-à-dire qu'elles ne se mettent plus à faire n'importe quoi. C'est-à-dire des maladies auto-immunes qui sont déclenchées, elles peuvent être freinées ou neutralisées par un taux élevé de vitamine D qui va rendre plus fonctionnelles en fait, ces cellules de l'immunité innée, quoi. Et je voudrais qu'on parle alors justement de vous, Jean-Marc Sabatier. Comment vous êtes arrivé
enfin, au directeur de recherche. D'abord, qu'est-ce qui vous avait choisi? C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui vous avez choisi à la science, vers quand? C'est moi, je trouve tout à fait fascinant les vocations, comment effectivement on choisit son existence, etc. Vous, comment vous êtes venu à la microbiologie et tout ça? Moi, j'étais pas destiné à faire de la biochimie, hein. Puisque je ne savais pas trop quoi faire, en fait. Hein, après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais une sœur qui était agrégée de biologie. Vous étiez sur Paris non, j'étais à Paris, puisque mon père était militaire, il était affecté à Paris. Et après, donc, je suis parti en Bretagne, à Rennes, puisque j'avais une sœur qui était agrégée de bio et qui était en Bretagne. Et donc, j'étais parti en Bretagne pour faire de la biochimie. Elle m'avait dit, c'est l'avenir, la biochimie. Bon, moi, j'étais pas trop motivé, mais j'ai fait de la biochimie. Oui, ça s'est fait quand même un peu par hasard. Oui. En tout cas, oui, c'est elle qui m'a lancé dans la biochimie. Et les études deviennent intéressantes après. C'est pas au début. Au début, c'est assez pénible parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses. Et puis après, ça devient beaucoup plus intéressant. Oui, j'ai fait un DUG B, donc, de biologie et de chimie à Rennes. Et puis après, j'ai fait licence, maîtrise, DEA, doctorat et HDR sur Marseille. Donc entre Lumini et la fac. Et vous avez commencé à travailler où? Dans quel laboratoire? Alors, j'ai travaillé dans un laboratoire de toxinologie. C'est un laboratoire de toxines animales. Et je m'étais spécialisé dans l'étude des toxines de scorpions. Et moi, ma spécialité, quand je suis rentré au labo, c'était de fabriquer des molécules et de les trafiquer. C'est-à-dire que je fabriquais les côtés de perles et je les modifiais. Et je regardais en fait l'impact des modifications des perles sur la structure spatiale de la molécule, sur son activité biologique, sur sa spécificité, sur sa demi-vie plasmatique. Donc j'ai trafiqué les molécules. Donc j'ai fabriqué beaucoup de toxines animales, de toxines de scorpions, serpents, d'animaux venimeux. Et puis j'ai fabriqué aussi des morceaux de virus, notamment pour le professeur Montagnier. Quand on a travaillé avec lui, oui. J'ai travaillé avec lui très tôt, en fait, dès 1985, donc avant qu'il ait le prix Nobel. Il nous avait contactés parce qu'il avait besoin de morceaux de virus. Parce qu'à l'époque, ils avaient identifié la structure de la GP140, qui est la protéine, l'équivalent de la protéine Spike, mais pour le VIH de type 2. C'est le virus africain, mais le type 2, celui qu'on retrouvait en Afrique de l'Ouest à l'époque. Et donc, ils nous avaient sollicité pour qu'on fabrique des régions conservées entre la GP120 du VIH1 et la GP140 du VIH2. Parce qu'en fait, c'était des régions communes. Et donc vous l'avez fabriqué. Voilà, donc on a fabriqué, voilà, moi j'ai commencé. Et ensuite, vous avez continué toujours dans ce labo? Oui, j'ai continué dans ce labo. Après, je pensais faire un postdoc aux États-Unis, puis je suis rentré au CNRS, j'ai eu la chance de rentrer rapidement. J'ai été pistonné d'ailleurs par le professeur Montagnier, qui m'avait fait une lettre de recommandation, ce qui a dû certainement aider. C'est une bonne recommandation. Oui. Et puis, j'ai continué à travailler sur les toxines animales, et parallèlement aussi sur justement les vaccins, et puis sur les microbes aussi. J'ai travaillé sur les microbes, puisque moi j'étais rentré au CNRS sur une thématique à l'origine de vaccins. C'est-à-dire c'était sur les vaccins. Et puis, comme j'étais dans un laboratoire de toxines animales, j'ai fabriqué des tas de molécules, quoi. Je me suis spécialisé là-dedans. Et ça m'a permis... Vous êtes rentré quand au CNRS? Je suis rentré en 1989. Je suis rentré 10 mois après ma thèse. Près de 35 ans, au CNRS, là. Là, ça fait un bout de temps, oui, j'y suis. Je suis rentré, oui, c'est ça. Oui. Et ça fait presque 20 ans que je suis directeur de recherche. Et toujours dans la microbiologie, toujours dans les toxines, toujours oui. dans les cellules. Après, disons que on est directeur de recherche, mais il n'y a pas une thématique particulière. Ah oui, il n'y a pas, c'est ça. Moi, j'étais rentré sur une thématique particulière qui était les vaccins, mais après, c'est général, on peut travailler dans n'importe quel domaine. Et disons que ça a été un avantage pour moi, c'est qu'avec cette spécialité de fabriquer des molécules artificielles, j'ai pu collaborer avec beaucoup de laboratoires et travailler dans différents domaines. Donc j'ai travaillé en cancérologie, en bactériologie, en immunologie, en pharmacologie, vous voyez, en physiologie, j'ai travaillé un petit peu, j'ai touché un petit peu à tout. Alors ça fait que finalement, on est moins pointu que des spécialistes du domaine, puisque c'est plus superficiel, mais par contre, je vois que ça donne un avantage. C'est qu'on a une vision, c'est qu'on a une vision plus large, parce que du coup, on a des connaissances un petit peu dans différentes disciplines.
Et là, pour le SARS-CoV-2, ça a été un gros atout. Parce que le SARS-CoV-2, c'est à l'interface de plein de choses, hein, de la physiologie, de la pharmacologie, de l'immunologie, de la virologie. Et je pense que c'est pour ça que les personnes n'ont pas vu que le virus SARS-CoV-2 déréglait le système rénine-angiotensine. Parce que ceux qui travaillent sur le SARS-CoV-2, ce sont des virologues, ce sont des immunologistes. Et eux, ils connaissent strictement rien à la physiologie, hein, sauf de rares exceptions. Bon, eux, ce système-là, ils ne le connaissent pas. Mais moi je ne le connaissais pas. Hein. Moi, en 2020, je n'ai jamais entendu parler du système rénine-angiotensine. Je ne prenais pas de vitamine D parce que je ne savais pas trop à quoi ça servait. Enfin, je veux dire, et comment vous l'avez alors découvert Je l'ai découvert à travers le système rénine-angiotensine. C'est quand j'ai commencé à étudier le système rénine-angiotensine, sur lequel agit le virus, j'ai vu que la vitamine D, elle avait un rôle central dans le bon fonctionnement de ce système, parce que ça empêche sa suractivation. Et c'est la suractivation du système rénine-angiotensine qui est délétère. Et donc il faut l'empêcher, justement, d'être suractivé. Et c'est pour ça que la vitamine D est très importante. Mais alors, comment ça se fait quand même? Alors, moi, c'est fascinant ce que vous racontez. Encore une fois, ça renvoie à votre livre qu'il faut lire, qu'il faut prendre le temps de lire et de creuser. Comment ça se fait que vous et d'autres, ce que vous me dites là, qui paraît quand même très très logique et très cohérent, vous n'avez pas du tout été écouté ou qu'il n'y a pas eu de communication? Est-ce que c'est, conflit d'intérêts, c'est on ne voulait pas entendre, c'est quoi? Alors, j'en ai parlé avec des professeurs comme Raoul Touperon, etc. Mais vous, c'est intéressant parce que vous avez été multidisciplinaire avec votre direction des recherches CNRS. Qu'est-ce qui fait que des gens comme vous n'ont pas été écoutés, n'ont pas été entendus, alors que l'important, c'était effectivement d'essayer d'enrayer, enfin d'avoir le moins possible de dégâts. Oui. Mais je pense que les gens ne se sont pas penchés du tout sur ce système et n'ont pas cru. Hein. On parle du système rénine-angiotensine, je pense que personne n'a regardé, parce que j'ai vu que les immunologistes, les virologues et tout ça, ils ne connaissent pas du tout ce système. Hein. Même les pharmacologues. Et vous savez que même les gens qui travaillent sur le système rénine-angiotensine, ils ont un peu découvert le système. Parce qu'il y a énormément de données, mais c'est très fragmentaire. Et c'est très spécialisé. Ça va être sur un type cellulaire, ça va être sur un type d'organe, etc. Et il n'y a pas de vue globale sur ce système. C'est un système que j'ai découvert vraiment... en me plongeant dedans, j'ai découvert en fait ces facettes et je me suis rendu compte que c'est un système incroyable, quoi. Et alors ce système-là, est-ce que vous avez d'autres collègues à travers le monde, ou, enfin en France ou ailleurs, qui le connaissaient, qui vous ont dit oui, effectivement, ou c'est... Non. J'ai pas rencontré de gens qui le connaissent. Vous dites que vous êtes un des rares, sinon le seul à avoir... Ce système... enfin moi personnellement j'ai pas vu de personnes qui le connaissaient bien. Mais il faut dire que c'est une usine à gaz, hein. C'est un système très très complexe. Hein. Il est très complexe et je me suis par exemple rendu compte petit à petit qu'il va être important vraiment pour tout le fonctionnement de l'organisme. Et j'ai publié récemment un article justement avec des co-auteurs du laboratoire de virologie de Wuhan pour dire que le dérèglement de ce système rénine-angiotensine était à l'origine de toutes les pathologies humaines non génétiques. Donc ça va très loin. Ça va très très loin parce que les pathologies humaines, ça va être tout. Hein. Ça va être l'auto-immunité, ça va être le cancer, ça va être tous les troubles gastro-intestinaux, les troubles neurologiques, les troubles cardiovasculaires. Et en fait, c'est documenté. C'est-à-dire qu'il y a des données parmi les articles qui montrent qu'effectivement ce système est très important, par exemple pour la maladie d'Alzheimer, pour le Parkinson, pour l'épilepsie, pour la démence. Ça veut dire que c'est presque, enfin ça embrasse énormément de dysfonctionnements, de maladies, etc. Alors, si vous étiez en classe, là, on fait un petit exercice. Vous êtes en classe, je ne dirais pas en maternelle, hein, mais enfin en classe où certains... Comment vous décririez ce système? Par exemple, quelqu'un qui, un jeune adolescent, mais même moi, je veux dire qu'il ne soit pas un jeune adolescent, comment vous décririez en termes ce système dont vous parlez? Comment on pourrait le décrire? Je dirais que c'est un système très complexe. C'est à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Alors, sur chaque cellule, sur chaque cellule de notre corps. Oui, de notre corps, il y a un système rénine-angiotensine. Et ce qui est assez fou, et c'est ça qui m'avait intrigué... Chaque cellule contient ce système dans sa totalité. Oui. C'est ça. Que ce soit des cellules épithéliales, endothéliales, toutes les cellules immunitaires, toutes les cellules nerveuses. Vous avez même les histiocytes, les cellules de Kupfer, etc. Les histiocytes, c'est les macrophages des muqueuses. Les cellules de Kupfer, ça va être des macrophages des sinusoïdes hépatiques. C'est-à-dire toutes les cellules ont un système rénine-angiotensine,
y compris les cellules nerveuses. Pardon, spécifie ça. Non, alors généralement, non, c'est toujours les mêmes éléments. On retrouve toujours les mêmes ligands, on retrouve toujours les mêmes récepteurs. Hein. Les ligands, ça va être par exemple l'angiotensine 1, l'angiotensine 2, l'angiotensine 3, l'angiotensine 4. Les récepteurs, ça va être ECA, ECA2, MRGD, c'est un système extrêmement compliqué. AT4R, MAS-R, oui, il est très compliqué. C'est vraiment un système qui est très ramifié, qui lance des tas de cascades de signalisation cellulaire. On les connaît, hein, il y en a plein, Tinon, Jackstat, P38 Mapkinase, NF-κB, etc. Ça lance des tas de voies de signalisation, ça fait vraiment partie d'un système très très complexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tous ce même système. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même système rénine-angiotensine que moi, j'ai pas le même système rénine-angiotensine que d'autres. Vous voulez dire que chaque personne peut avoir un système différent. Il y a des variants. C'est-à-dire que comme il existe des variants de virus, il existe des variants de ces récepteurs qui sont dus à des différences d'épissage, de maturation, etc., à des mutations. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de systèmes rénine-angiotensine avec les mêmes récepteurs, les mêmes composés, mais avec des légères variantes, si vous voulez, avec certains acides aminés qui vont être un peu différents, et donc ces récepteurs vont avoir des propriétés un petit peu différentes. Et donc, vous dites, en fait, ce que vous dites, Jean-Marc Sabatier, c'est que si on ne considère pas ce système-là, on ne peut pas comprendre et guérir et améliorer ce qui se passe. Oui. Mais c'est vrai. C'est la base. Oui, et c'est vrai que c'est un pavé dans la mare, parce que ça remet en cause complètement tous les traitements actuels. Parce qu'on a une certaine façon de traiter les maladies auto-immunes, de traiter le cancer, etc., de traiter par exemple des pathologies nerveuses. Bon, je vous donne un exemple. Alzheimer, ce que cherchent les sociétés pharmaceutiques, ce sont des molécules qui sont capables d'interférer avec l'agrégation des protéines. L'agrégation des protéines bêta-amyloïdes, des protéines Tau. Hein. La protéine Tau, c'est une protéine qui est intraneuronale. Bon, les protéines bêta-amyloïdes, elles sont à l'extérieur des neurones. Et on sait que quand se déclenche la maladie d'Alzheimer, il y a des agrégats de ces protéines qui se forment. Et bien, quand on utilise un sartan, c'est-à-dire un bloqueur du système rénine-angiotensine, un bloqueur du récepteur ATR, on bloque justement ce processus d'agrégation. Cette agrégation. Et ce que cherchent en fait les sociétés pharmaceutiques, c'est de trouver des molécules qui interfèrent et qui empêchent l'agrégation de ces protéines Tau, de ces protéines bêta-amyloïdes. Alors qu'en fait, si vous voulez, c'est que ils cherchent quelque chose qui va traiter la conséquence, mais pas la cause. La cause, c'est qu'il faut s'arranger pour que le SRA ne soit pas suractivé. Alors ça, vous dites que par exemple aujourd'hui, tout ça, que ce soit effectivement la maladie d'Alzheimer, tout le monde cherche. Oui. Vous dites que donc on emprunte la mauvaise voie en prenant les conséquences pour les causes, en cherchant à combattre les conséquences et pas les causes. Oui, c'est ça. Mais alors, dites-moi, quand vous parlez de tout cela, quand même, et vous en parlez depuis longtemps, vous êtes accueilli quand même. Quand vous avez commencé à écrire vos articles, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, mais Jean-Marc Sabatier, il parle... on dit rien. On dit rien ? Non, j'ai pas de retour. Non, mais vos collègues, au CNRS et ailleurs, on n'en parle pas ? Non. Même au CNRS, chez vous, chez vos collègues ? Non, on ne parle pas du SRA. Souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas aussi. Et puis, tout ce qui touche au Covid, c'est quand même un sujet tabou. Hein. C'est un sujet... Et en fait, est-ce qu'on vous marginalise ? Est-ce qu'on vous traite comme je dirais pas comme un paria, c'est pas le problème, mais enfin en disant oui, alors Jean-Marc Sabatier, oui, son système, etc., sa vitamine D, très bien, mais parce que en fait, on n'entend pas beaucoup, je ne parle pas des revues médicales, mais dans les revues médicales, je parle, vous avez eu le Lancet de mauvaise mémoire, mais il a fait des choses, Nature et compagnie. Ces thèses, on les reprend, vous les avez communiquées, Absolument pas. C'est pas repris, mais les données qui sont dedans montrent que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les données qui ont été accumulées depuis 2019 montrent que tout ce système rénine-angiotensine, tout ce qui a été décrit et toutes les pathologies qui ont été décrites dans l'article initial donc, qui a été publié en avril 2020, tout est retrouvé. Hein. C'est-à-dire qu'on voit exactement tous ces phénomènes. Hein. On voit le SAMA, on voit le SIBO, on voit le SAM, on voit l'hypokaliémie, et on voit toutes les pathologies qui vont avec. Vous dites que tout a été activé, tout a été vérifié parce que vous avez écrit en avril 2020. Y compris l'excès d'angiotensine 2, y compris la suractivation des récepteurs ATR. Là, les gens peuvent vérifier parce qu'on a publié beaucoup d'articles
sur le système rénin-angiotensine. On a décrit justement l'effet de la suractivation du SRA sur l'épilepsie, sur Alzheimer, sur Parkinson, sur tous les troubles qu'on peut voir, sur l'auto-immunité. Donc on a sorti beaucoup d'articles dessus, peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'articles sur le sujet. Vous avez reçu dans votre... que vous-même avez sorti. Oui. D'accord. Et alors, comment ça se fait non, mais c'est intéressant parce que... Enfin, c'est plus qu'intéressant, d'ailleurs. C'est essentiel. Comment il se fait, comment vous expliquez que vous n'êtes pas suivi, que ça ne provoque pas... Est-ce que vous êtes invisibilisé? Est-ce qu'on vous dit, bon, on ne va pas parler de ça, on fait silence là-dessus, circuler, rien à voir? Ou effectivement, ou on vous combat, ou on vous ignore, en fait, Jean-Marc Sabatier. Je parle de tout le milieu médicalo. Oui. Je pense qu'on m'ignore. J'ai pas d'attaque sur le système rénine-angiotensine, sur ce que j'ai dit. Vous n'avez pas d'attaque? Non, personne ne vous traite de charlatan, scientifiquement, etc. Ils peuvent pas parce que tout est vérifié. C'est-à-dire que tout ce qui a été décrit, en fait, parce que j'imagine que qu'il y a un certain nombre de trolls ou de fact-checkers qui ont essayé de voir ce qu'on a pu dire comme bêtises. Mais en fait, tout est vérifié. C'est-à-dire que je mets au défi quelconque de trouver quelque chose qui n'a pas été... qui ne s'est pas révélé exact mais avec 4 ans de recul. Pourquoi on ne reprend pas votre combat pour effectivement, je vous parlais de la vitamine D ou les antioxydants, etc., pour dire, écoutez, il y a quand même quelque chose à faire, c'est ça. Oui. Comment il se fait qu'à l'heure où on parle, en 2024, alors peut-être, j'espère que votre livre va changer les choses, mais comment ça se fait que il y a je parle dans le milieu médicalo, universitaro, au ministère, est-ce que, par exemple, vous avez eu contact avec des gens du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de santé, ou pas du tout? Jamais. Jamais? Non. J'ai jamais eu aucun contact. Est-ce que vous cherchez à en avoir ou pas? Je les avais contactés, je les avais contactés au début, donc et alors, très tôt. Total j'avais écrit donc sur LinkedIn à plusieurs personnes de l'OMS, y compris du comité scientifique Covid. Ma sœur a fait de même, on en parle d'ailleurs dans le livre. Silence, on n'a jamais eu de retour. Souvent, on ne nous a pas répondu d'ailleurs. En tout cas, oui, on n'a eu aucun retour, y compris sur le site dédié, où on avait parlé des articles pour décrire exactement l'importance de la vitamine D, comment ça fonctionnait. On n'a jamais eu de retour. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de retour. De quoi que ce soit, ministère, agence, etc., rien du tout. Moi, personnellement, jamais. Et ma sœur, elle a juste reçu la lettre, mais c'est une lettre type, et puis c'est tout. Oui, une lettre type, etc. Et comment ça se fait que, alors justement, mais tant mieux d'un côté pour vous, etc., comment ça se fait que vous n'avez pas suscité, à votre avis, les polémiques ont eu les polémiques et les radiations, on vient d'apprendre que Raoult a été radié pour 2 ans de l'ordre des médecins, vous avez vu ce qui est arrivé à un certain nombre de médecins, d'ailleurs Amin Moumlil comme les pharmaciens et autres, Perron, Denis Agré, absolument. Denis Agré, qui a été, lui, qui vient d'être suspendu à vie, radié à vie de l'ordre des médecins. Et comment ça se fait? Mais tant mieux pour vous, mais comment ça se fait que vous, en tout cas au CNRS, on ne vous a pas touché? Oui. C'était chaud quand même, mais disons que je pense que on a fait beaucoup de publications qui se révèlent exactes, qui n'ont pas pu attaquer. Et puis moi, quelque part, disons que comme je suis éditeur en chef d'une revue, par exemple, sur les coronavirus. Comment s'appelle la revue? Elle s'appelle Coronaviruses. Donc c'est une revue internationale, un comité de lecture qui est spécialisé sur les coronavirus, qui est né d'ailleurs avec la pandémie. Et le premier éditeur en chef, c'était justement quelqu'un de l'Institut, c'était un responsable de l'Institut de virologie de Wuhan. Et que j'ai remplacé, parce qu'on m'a demandé. Et donc là, par exemple, ces publications, tout ça, vous n'avez pas été attaqué là-dessus, vous n'avez pas été... Non, pas du tout. Non. Il y a eu une fois un fact-checking sur un article qu'on avait publié justement sur les effets délétères des vaccins. Il y a eu un fact-checking qui avait été fait par l'AFP. Celui qui avait fait l'article, c'était un licencié en histoire. Et puis on avait fait un article derrière pour reprendre tout ce qu'il avait dit et montrer scientifiquement que c'était faux, puisqu'à chaque fois on avait mis 5 ou 6 références scientifiques qui montraient que ce qui marquait était des âneries, quoi.
Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous poursuivez votre chemin, et c'est bien, vous tracez votre chemin. Vous avez une équipe avec vous, enfin, comme directeur de recherche, on travaille comment au Oui, CNRS? avant, disons que j'ai dirigé des équipes de recherche, après j'ai dirigé un laboratoire mixte avec l'industrie Mhm. et l'université, et puis là j'ai des partenariats, notamment avec soit des anciens étudiants à moi, on publie, et puis des collaborateurs, par exemple, justement, le laboratoire de virologie de Wuhan, hein, le laboratoire Ouais. d'État, avec lesquels je travaille depuis 20 ans maintenant. Donc c'est une C'est intéressant collaboration de de se longue dire date. Wuhan depuis 20 ans, oui. Oui, oui, oui. C'est quand même Oui, oui, un ça fait joli très longtemps, paradoxe, oui. oui. Oui, oui, oui. Ben, on s'était connus non pas sur les virus, mais sur les toxines animales, parce qu'il travaille aussi sur les toxines animales, et il m'avait contacté pour ça, voilà, pour qu'on travaille ensemble, et puis bon... Et alors aujourd'hui, justement, pour terminer avec cela, Jean-Marc Sabatier, la situation est là. Alors de temps en temps, on nous dit ça y est, il y a une nouvelle pandémie qui arrive. Rappelez-vous la variole du singe il y Oui, a quelques mois. Puis aujourd'hui, on nous annonce autre chose. oui, Et en XEC, fait, oui, enfin, oui, ça, oui. voilà. Donc ça n'arrête pas. On a l'impression qu'il y a une espèce de management par la peur qui a montré son efficacité et qui veut peut-être continuer. Et vous alors, qu'est-ce que vous voulez faire passer? Qu'est-ce que vous faites passer par ce livre d'ailleurs, comme ils l'ont et fait indésirable du vaccin? Mais est-ce que vous avez l'impression de, comme disait Simon Bolivar, de labourer la mer ou de prêcher dans le désert? Est-ce que ça ne vous est pas un peu quand même, ça vous embête pas un peu, même si vous faites ce que vous avez envie de faire et vous l'actez, vous le réalisez, c'est très bien, de vous dire, bon, mais je trace ma route, mais apparemment, ça ne change rien à rien. Oui, bon, ça change quand même quelque chose, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes maintenant qui suivent un petit peu des recommandations. Bon, je ne suis pas médecin, mais qui se supplémentent en vitamine D, parce que la population à 80%, elle est insuffisante ou carencée en vitamine D, hein. Oui. Donc là, on voit que les ventes de vitamine D ont augmenté, hein, donc les gens commencent à bien se supplémenter. Ils utilisent antioxydants, ils utilisent différentes molécules, ils comprennent peut-être un petit peu mieux comment ça fonctionne, parce que la vitamine D en elle seule n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il faut Ouais, rajouter du autre magnésium, chose. il faut rajouter du zinc, parce que la vitamine D qu'on prend, elle est inactive. Vous savez, le cholécalciférol qu'on prend en ampoule ou en gélule, c'est inactif. Ça a besoin d'être métabolisé par le foie et les reins. Et vous n'avez jamais eu Et envie, justement, de... Parce que il faut aussi, comme vous le savez, enfin mieux que moi, et on le sait, il faut aussi parler aux politiques, parce que qui dirige oui, la santé, hein, ce ne sont pas les scientifiques, ou ce ne sont pas des chercheurs, ce sont les politiques, chacun son... Est-ce que vous n'avez pas... alors effectivement, les choses bougent et les choses évoluent, on voit très très bien. Beaucoup de gens se sont rendus compte des effets indésirables, des effets... etc. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience mondiale, d'ailleurs, qui n'est pas seulement... voilà, et c'est clair. Mais est-ce que vous n'avez pas envie d'y prendre votre part en peut-être, par exemple, est-ce que vous allez essayer de faire des articles, soit dans la grande presse, soit etc. Enfin, disons, intervenir, je dirais, médiatiquement, de façon plus précise. Quand je dis médiatiquement, et c'est pas vous montrer à la télévision de matin au soir, oui, bien oui, sûr, oui. De toute mais façon, ça ne serait pas possible, hein, oui, puisque de toute façon, les portes se ferment, hein. Dès vous qu'on avez a... essayé. On vous a, Alors c'est est-ce simple, qu'on hein, je vous vais a vous donner invité un ou pas? exemple, Très hein. franchement, oui. Vous voyez, avant les injections vaccinales, quand j'ai parlé de vitamine D, j'étais passé au 19-20, j'ai publié un article sur les vaccins Sur les dans informations de, France oui, Info, etc. Donc les oui, médias oui. euh, Les médias mainstream, comme on mainstream. dit, oui. Après, quand j'ai commencé à parler des effets délétères des vaccins, des problèmes qui étaient aux vaccins, bon, après les portes se ferment, hein. Donc, Les portes sont fermées vraiment, complètement. oui, oui. Alors, Ouais. il y a que quelques revues, Info du Jour, Nexus, Ouais. François, enfin bon, Ouais, ouais. vous les connaissez mieux que moi, Toujours les mêmes. c'est toujours les mêmes Ouais. qui peuvent relayer ce Mais type d'informations. Mais comment vous expliquez ça, franchement? Je parle aux citoyens, hein, je ne parle oui, pas oui. seulement aux chercheurs, aux Français que vous êtes, aux citoyens que vous êtes. Comment vous expliquez que quand on arrive à un certain... on essaye de dire un certain nombre de choses, il y a en tout cas, heureusement il y a des médias alternatifs ou différents, mais qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est à votre avis, c'est les conflits d'intérêts? C'est la labo pharmaceutique, c'est la politique, c'est tout ça à la fois? À mon avis, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que dès qu'on a un discours qui dérange, qui va pas dans le sens que les autorités veulent, à ce moment-là, on est sanctionné, on est marginalisé.
les personnes qui l'ouvrent, et puis et quand ça ne plaît pas, on le voit avec l'ordre de médecins qui sanctionnent en fait les médecins qui ont utilisé des molécules qui n'étaient pas autorisées ou qui ont fait En tout cas, il y a des des médecins faux qui nous passes, suivent, etc. puisqu'ils ont préfacé, Oui, certains oui, médecins oui, généralistes et autres oui. ont préfacé votre livre, Oui, notamment. oui. Hein. Oui. Ouais. Mais vous dites, oui, c'est ça, aujourd'hui... On est sanctionné quand même. On est sanctionné. Oui, on est sanctionné d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que même les revues scientifiques qui ont publié des articles qui vont contre les vaccins, notamment ARN messager, qui ont soulevé des effets délétères des vaccins ARN messager, ont été sanctionnés eux-mêmes. Oui. Par Clarivat, qui est un organisme américain qui fait un peu le jour et la nuit. C'est un organisme américain? Oui, c'est une institution américaine qui fait un peu le jour et la nuit dans les revues scientifiques. D'accord. C'est un peu Et qui donc, note un petit peu les revues il faut scientifiques. le grand censeur, et quand ça ne va pas... Oui, ils ont sanctionné, je peux vous dire, ils ont sanctionné par exemple Bentham Science Publishers, ils ont sanctionné Frontiers in Pharmacology, ils ont sanctionné MDPI en faisant des référencements, etc. Donc parce que ça leur plaît pas qu'il y ait des articles qui sortent et qui décrivent en fait des effets délétères des vaccins. Ça, c'est une réalité. Et c'est beaucoup plus difficile de publier un article, justement, quand on traite des effets délétères des vaccins, on a beaucoup de mal à publier ces articles, parce qu'ils sont rejetés, ils ne veulent pas les publier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, enfin on va parler quand même, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de revues qui sont subventionnées, oui, bien sûr, oui, etc., oui, bien sûr, par les laboratoires, et puis même les experts des grandes revues, souvent ils sont consultants de tel Big Pharma, etc. Et donc, évidemment... Et qu'on connaît le chiffre d'affaires de Big Pharma, c'est pas mal. Ah oui, c'est sûr que... Mais enfin, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez envie de faire et de continuer à le faire. Ou pas, franchement. Là, moi, disons, ça va. C'est-à-dire que j'ai la chance, dans mon laboratoire, vraiment, il me laisse... Et voilà, il vous laisse une marge de manœuvre, une vraie liberté de manœuvre. Ce qui n'est pas le cas de tous les laboratoires. C'est-à-dire que ça dépend vraiment des responsables. Voilà. Merci, en tout cas, je voudrais dire merci vraiment pour vos éclaircissements. Vous allez le lire, vous pensez ce que vous pensez, vous faites votre propre opinion. C'est Toxin. En tout cas, moi, je m'en vais acheter de la vitamine D. Ça, c'est clair. Oui. Merci à vous, mais merci pour l'invitation. Et puis voilà. Et puis, donc je rappelle que le livre a été coécrit avec Estelle Fougère. Estelle Fougère, Covid long et effet indésirable du vaccin, les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs. On en a parlé, avec la préface de Christian Perron, aux éditeurs chez Guy Trédaniel. Merci encore. Je vous remercie.